vous nous transportez, nous, lecteurs et lectrices, dans la période de l'après-guerre, en ressuscitant des petits morceaux du quotidien, ces petites choses, parfois minuscules, que toute une génération a vues, vécues, partagées, avant finalement de les voir disparaître, ou en tout cas de les voir se déliter. Et ce n'est pas ici la grande histoire qui est racontée, mais vraiment tous ces petits détails que l'on pourrait penser insignifiants ou même prosaïques, mais qui, mis bout à bout, dessinent véritablement l'âme d'une époque. Alors, comme habituellement dans vos écrits, le travail de la langue est finement ciselé, ce qui confère au texte une énorme puissance d'évocation. C'est une époque que vous aviez déjà évoquée en filigrane dans Nous deux et dans Da Solo, tous les deux aussi qui reparus récemment dans la collection patrimoniale Espace Nord. Et donc, comme je le disais, vous aviez déjà évoqué un petit peu cette période, mais ici, la mémoire individuelle est débordée par la mémoire collective. Il n'y a pas un seul je dans ce texte, et l'emploi du nous ou du on que vous choisissez d'utiliser à la place va vraiment lier et envelopper le lecteur dans un pacte de lecture, car finalement, que l'on soit né en 46 ou en 87, comme c'est mon cas, nous devenons tous et toutes des enfants de la libération, le temps de la lecture. Alors, dès la première page, dès même la première phrase, on rentre dans votre écriture et dans cette époque comme dans un bain. Et j'aimerais vous demander, pour commencer cette rencontre, de nous faire le plaisir de la lecture de cette première page. Oui, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Voilà. Et moi aussi, je tiens à dire merci. Je ne vais pas m'étendre et voler du temps à la rencontre, mais je tiens quand même à dire merci et à Emeline et à Maya pour accueillir ce livre et avoir organisé cette rencontre ce soir. La guerre, nous, on n'en a rien vu. Tout venait de finir quand nous sommes sortis du ventre de nos mères, 9 mois et quelques après que les trains et les convois de fortune eurent ramené les prisonniers, les déportés, les clandestins, les errants, et qu'il n'était rien resté d'autre à ceux-là et à celles qui les avaient attendus durant des mois ou même des années, qu'à fêter leur retrouvaille jusque dans les corps pour tâcher de se convaincre qu'ils étaient encore vivants. C'est dire si nous sommes nombreux. Le général de Gaulle nous appelait les beaux bébés. Nous étions les enfants de la libération. On voyait bien que nous ne savions pas ce que c'était que la guerre. Nos parents ne cessaient de nous le répéter. En plus, quand parfois nous restions les derniers à table, figés devant notre assiette de bouillie, ils ajoutaient qu'il nous en aurait fallu une bonne de guerre pour apprendre à vivre. Ils prenaient leur voix tranchante des punitions. On aurait dit qu'ils étaient en colère d'en arriver à nous souhaiter un tel malheur. Alors le nom de la guerre se dressait devant nous, tout mystérieux, tout plein d'hostilité, et nous étions assis devant notre pitance, comme si nous avions irrémédiablement raté une occasion et que nous allions en être marqués à vie. Merci beaucoup pour cette très belle lecture. Et du coup, effectivement, la guerre qui vient de se terminer est évidemment très présente dans les souvenirs et on l'entend dans ce quotidien normalisé, retrouvé. Et donc, moi, la première question que j'avais envie de vous poser, et c'est une double question en fait, c'est d'abord, comment se construit-on enfant avec cette ombre, ce spectre de la guerre qui est continuellement invoqué par des parents qui eux-mêmes l'ont vécu dans leur chair? Et le deuxième volet de cette question, c'est finalement, qu'est-ce qui a été transmis de cette mémoire de la guerre à la nouvelle génération, donc à votre génération? Oui, pour la première partie de votre question, je ne dirais pas que c'était perpétuellement évoqué devant les enfants, la guerre.
À un autre endroit du livre, je dis même qu'ils en parlaient difficilement à certains moments, a fallu plus tard leur soutirer des informations, leur leur poser des questions. Mais quand ils sortaient l'argument de la guerre ou quand on aurait dit que ça leur échappait, les parents citaient toujours en comparaison avec une espèce d'aisance, si on peut l'appeler comme ça, qui progressivement arrivait, ou en tout cas un mieux vivre, et qui ne supportaient pas l'idée de voir leurs enfants rechigner devant ce qu'il y avait à faire, devant ce qu'il y avait à manger, devant les contingences de l'existence. Ils ne supportaient pas ça parce que était en eux la dureté de ce qu'ils avaient vécu durant 4 ans. Et c'est là qu'ils nous le ressortaient comme une espèce à la fois de reproche, mais je ne pourrais pas mieux le dire que comme je l'ai écrit, Il c'est-à-dire, faudrait une bonne guerre pour apprendre à vivre. oui, mais j'ai dit, on aurait dit qu'ils étaient en colère d'en arriver à nous souhaiter un tel malheur. Oui. C'est comme si ce reproche, c'était à la fois, comment dire, spontané en eux et à la fois, ils se le reprochaient eux-mêmes de nous avoir dit cela. Parce que c'est sûr qu'ils ne nous souhaitaient pas la guerre, évidemment. Ils ne souhaitaient pas ça à leurs enfants. Mais c'était le critère, si vous voulez, le critère d'école de vie aussi. Oui. Et quand je dis que nous étions là devant notre pitance comme devant une occasion manquée, qui sait s'il n'y avait pas quelque chose de juste? Parce que, je ne dis pas qu'il faut, il faut la guerre, loin de là, mais avoir vécu cette épreuve-là, avec le danger de mort constamment présent, avec si pas le presque rien, à certains moments le rien du tout, avec cette inimitié de la vie, enfin. Avoir vécu ça et avoir tenu le coup et s'être débrouillé pour quand même vivre et quand même aimer, même rigoler à certains moments, ça devait marquer quelqu'un dans ses priorités, dans ce qu'il considérait comme euh, intéressant à vivre, comme digne d'être vécu. Je ne sais pas si je me fais bien Oui, comprendre. oui, tout à fait, tout à fait. C'est une école, c'était une école, C'est cette une guerre. jauge aussi, finalement, à l'aune de laquelle on peut apprécier vraiment peut-être les choses dans leur simplicité. Oui, mais aussi la valeur C'est ça, là. la valeur des choses. Ceci existait déjà avant la guerre. Je pense que la génération de nos parents et bien sûr la mienne aussi était bâtie sur l'idée de si tu veux quelque chose, que ce soit pour l'avoir ou pour devenir quelque chose, il faut payer le prix. Il faut, les psys disent, il faut payer le prix de son désir. Eh bien, il y avait quelque chose de cette espèce de sagesse-là chez nos parents qu'ils nous ont transmise. Si tu veux réussir, et c'était leur vœu que nous réussissions, c'était même leur vœu que nous soyons mieux qu'eux, que nous fassions des études, que nous ayons une situation, que nous n'ayons pas les difficultés matérielles qu'ils avaient connues. Mais si tu veux ça, il faut travailler, il faut euh, faire un effort, payer le prix, autrement dit, pour y arriver. On n'a pas ça comme ça ne vous est pas donné, Oui. Tout n'est pas dû. absolument. C'est ça. Alors, chacun des chapitres dans votre livre aborde un thème différent. Donc, c'est vraiment très varié. Il y a la construction de la famille, l'école, les vacances, Noël, le cinéma.
la religion avec son vendredi, jour de poisson. Enfin bref, il y a toute une série de thèmes éclectiques, un peu comme déposés plic-ploc, même si évidemment ils suivent l'évolution du temps, une évolution chronologique. Et je m'étais demandé comment vous aviez déterminé l'agencement de tous ces thèmes. Donc ça, je vous avais déjà dit qu'avec une collègue, on voyait un peu de malice, par exemple, dans le fait de parler de la religion juste après le chapitre sur l'avènement de la télévision. Et vous m'avez dit que ça, vous n'aviez pas été aussi loin. Mais quand même, qu'est-ce qui était conscient dans cet agencement? À mon avis, pas grand-chose de conscient. Disons qu'il y a un ordre un peu chronologique tout de même. Oui, oui, c'est ce que... Nous sommes nés dans une chambre, comme j'ai écrit. Puis il y a l'enfance. Non, je crois qu'il y a quand même il y a quand même un fil. Maintenant, ça devient un peu plus ténu à partir du moment où, effectivement, j'ai parlé de ce poids de la religion, de la place qu'elle occupait dans les vies. Et puis que j'ai parlé de la télévision et que j'ai parlé des vacances, des pas de vacances, de ce que faisaient les jeunes. Non, j'ai suivi quelque chose comme le fait qu'un enfant grandit. Oui, et puis le fil de vos souvenirs, alors aussi, je suppose. Oui, il y a le fil de mes souvenirs, mais il y a une certaine recherche aussi. J'en ai pas tout tiré de mes souvenirs, loin de là. Oui, oui, oui. Euh, Et dans l'agencement, ce qui vient effectivement comme ça, ce qui est déposé comme ça, alors comme je le disais, effectivement, on voit bien sûr cette chronologie, mais quand les thèmes se recoupent, voilà, c'était... Enfin, quand les thèmes regroupent une même période de temps, il n'y a pas voilà, de choix. Voilà, comme je citais cet exemple de mettre d'abord la télé et puis la religion, voilà, c'est ça. non. Par exemple, je pense que c'est quand j'ai fait des recherches pour écrire La Maison du Peuple. Je crois que c'est à ce moment-là. J'ai trouvé sur Internet un des premiers reportages télé sur ce qu'on appelait déjà à ce moment-là les jeunes des banlieues. Mais c'est en France, ça commençait à être des banlieues. Ça commençait à être une catégorie de gens qui ne participaient pas au à l'aisance, aux études, aux facilités de travail des autres. C'était les gens qui vivaient dans ces grands immeubles qu'on construisait aux alentours des villes. Et il y avait eu ce reportage sur les jeunes qui étaient les premiers à avoir des mobylettes et à tourner dans le quartier en faisant un peu peur aux gens avec le bruit de leurs mobylettes et qui s'ennuyaient profondément. Et il y avait eu cette interview émouvante que j'avais trouvée vraiment très juste des journalistes qui étaient allés leur demander vous faites quoi tout Et au long qui de votre êtes-vous? journée et, et, et ces jeunes faisaient état d'une maison des jeunes qui avait été à moitié construite, qui était là en friche et qui n'avait jamais été ouverte et, et, et qui ils en manquaient, ils auraient voulu que ça soit une vraie maison des jeunes et non, c'était un lieu vide. Et donc ils tournaient en mobilette. Et j'avais trouvé ça tellement euh, fort que je l'ai gardé dans mon souvenir et je l'ai repris à propos justement des jeunes Oui. que nous étions et qui allaient certains au camp, d'autres à la mer, en colonie, et d'autres qui n'avaient rien de tout ça et qui tournaient en mobilette dans leur quartier. Oui. Oui, parce que c'est aussi finalement la période, l'émergence de cette nouvelle classe moyenne finalement, avec effectivement ceux qui en font partie et puis ceux qui en sont exclus. À la moitié du livre, c'est vraiment à la moitié, parce que je vous avais dit, on est à la page 60 sur 125 pages. On voit vraiment ce basculement entre la période d'avant et puis cette fracture, cette disruption qui apparaît et qui est le progrès, avec justement de nouveaux produits qui apparaissent, de nouvelles manières de consommer aussi. Et
juste avant cela, dans le texte, vous écrivez, et ça c'est à la page 59, je pense, oui c'est ça. Vous écriviez juste avant, donc vous parliez des mères, vous dites, enfin, vous écrivez, elles disaient qu'elles gardaient leurs affaires longtemps. Au fond, il en allait de leurs affaires comme des chansons, des flacons de soir de Paris, des services en porcelaine, des outils sur les établis, de l'ensemble de nos choses finalement, tout durait. Et puis juste après, on est quoi? On est justement du coup à la page 67. On arrive à ce progrès qui apparaît. Et donc là, vous dites, on disait c'est le progrès, le bruit courait qu'on ne l'arrêterait pas. Étrange tout de même de dire à propos du progrès ce qu'on disait à propos d'un cheval emballé, d'un balai ensorcelé ou d'une maladie incurable. Personne ne se demandait d'où ça venait. Personne ne savait au juste ce qu'il disait lorsqu'il disait qu'on n'arrêterait pas le progrès. Au fond, ce n'était qu'un bruit, une espèce de boutade qui n'empêchait pas nos parents de répéter que ce qui n'est pas nécessaire attendra, que celui qui veut quelque chose doit travailler pour l'avoir, ou qu'on n'a rien sans effort, ce qui revenait au même. Au fond, le manque n'était pas le besoin. Alors ça recoupe évidemment directement ce que vous venez de dire. On voit bien justement cette émergence d'un nouveau monde. Euh, Est-ce que c'est ça qui aujourd'hui a changé dans notre rapport au progrès? Est-ce que le manque est devenu le besoin? Vous disiez tout à l'heure que finalement, avant, on ne pensait pas que tout nous était dû. Comment vous voyez cette évolution? Parce que le progrès, évidemment, est toujours là, il s'est accéléré. Est-ce que notre rapport au progrès s'est vraiment transformé? Je ne sais d'ailleurs pas si on pourrait l'appeler encore progrès aujourd'hui. On me demande s'il ne faudrait pas trouver un autre nom parce que c'est plutôt un état de surabondance de tout qui n'a plus du tout la notion du mot progrès parce que le progrès, ça signifiait quand même aller mieux, c'est aller vers un mieux. Changer les choses pour en souffrir moins. Ce qui a été le cas quand les premiers équipements électroménagers sont arrivés et que nos mères n'ont plus dû faire la lessive à la main et qu'elles ont eu des machines pour laver le linge et pour nettoyer ou des outils, des produits. Ça a été un soulagement. Ça a été... Vous dites à ce propos, la phrase que vous employez, que j'ai trouvée vraiment très, très belle, c'est les moyens iraient d'abord au plus utile, à ce qui allait délivrer nos mères des gestes qui avaient plié et fatigué leur corps, qui avaient été à la fois leur servitude et leur apanage. C'est justement vraiment une phrase que j'ai trouvée très forte et très belle. Oui, oui, parce que du coup, je parle un petit peu d'autre chose, mais c'était leur servitude, mais c'était leur apanage aussi, parce que c'était leur domaine. La maison était quelque chose qu'elles habitaient, puisqu'elles ne travaillaient pas à l'extérieur. Donc, cette maison, elles en avaient, si on peut dire, la propriété, même si juridiquement, ce n'était pas le cas, mais elles étaient les propriétaires de, de toute la vie de la maison, de ce qui bouge, de ce qui se passe, du temps, des objets de la maison et des tâches. C'était leur affaire. Je ne suis pas sûre qu'on pourrait encore en dire autant maintenant d'une femme qui est obligée de courir parce qu'elle travaille à l'extérieur et qui doit courir pour faire à manger, pour faire les courses, pour vite nettoyer et qui laisse sa maison dans un état qui n'est pas, qui n'est pas digne d'une fierté de ménagère, disons. Voilà. Euh, mais ça, c'est une espèce de parenthèse suite à ce que vous avez dit. Mais ce progrès, ben, disons qu'au fil du temps, les choses n'ont fait que s'améliorer, on n'a pas cessé d'inventer des nouveaux objets, des nouveaux outils, des moyens de faciliter l'existence. Et puis,
le marché aidant, la loi du marché aidant, autrement dit, le fric jouant son rôle et l'appât du gain jouant son rôle, il y a eu l'invention de toute une série de choses plus, non plus destinées à aider le travail, mais plus performante. Voilà un mot nouveau. Hein, voilà, performant vient de l'anglais, ça n'est plus déjà un mot du français, ça dit bien. Par exemple, je pense aux tourne-disques que nous avions. Hein, nous avions des tourne-disques qui marchaient sur pile. Et puis sont arrivés des tourne-disques branchés à l'électricité, et puis de plus en plus de facilité, de plus en plus une sonorité meilleure au fil du temps, et puis des appareils à enregistrer, et puis non seulement à enregistrer, mais aussi à écouter la radio, et puis autre chose, les disques sont devenus des CD, enfin, tout ça dans un comment on va dire, dans une espèce d'enthousiasme à découvrir tout ce que la technique pouvait nous apporter et tout ce que la science pouvait nous apporter. Je parle aussi des progrès médicaux, bien entendu. Hein. On a sauvé des vies à des enfants qui mouraient en bas âge du temps de nos parents. Donc ça, c'était très bien. Mais on a continué sur cette lancée-là. On a voulu aller sur la Lune, maintenant on veut aller sur Mars, et on a instauré une espèce de machine rapide, de course à l'abréviation du temps. Le temps n'est plus le même qu'avant. On n'arrête pas maintenant de devoir aller vite pour trouver quelque chose de mieux que ce qu'on avait. Et on finit par se dire, on finit par se faire croire que c'est mieux que ce qu'on avait, mais ce n'est plus si sûr que ça. C'est un autre, comment on va dire, c'est un autre gadget finalement. Il y a un marché du gadget aujourd'hui qui n'existait pas quand j'étais enfant. Il y a des choses profondément loufoques même. On invente des petits objets pour tenir compagnie aux gens qui se sentent seuls. Des petits piou-piou. Les robots sociaux aussi. Et voilà. Et c'est fort brièvement dit, mais je n'ai pas non plus fait un ouvrage de sociologie, donc. Non, mais on voit bien dans votre langue, dans cet emballement, cette accélération dans le rythme même du livre. Au début, voilà, on a une forme oui, de lenteur, le temps est pris pour poser les choses, et puis petit à petit, le rythme s'accélère aussi dans vos phrases, même dans votre écriture. Parce que cette période que vous décrivez d'entre-deux, cette période charnière, on voit vraiment les habitudes qui changent, les gestes qui changent. Et on en arrive même finalement à ce que le langage lui-même change. Cette question du langage, de toute façon, dont d'évolution qui accompagne la transformation de la société, vous préoccupe aussi depuis longtemps. On en avait déjà discuté ensemble à l'occasion de votre ouvrage commun avec Jean-Pierre, L'altérité dans la langue. Et vous disiez, c'était dans Dassault, j'avais retrouvé cette phrase. Vous disiez, on disait les choses faites et on était ce qu'on faisait. Est-ce que finalement, comme les premiers temps du progrès qui incarnaient des besoins, est-ce que le langage lui aussi incarnait davantage le réel qu'aujourd'hui? Je ne sais pas si je dirais qu'il incarnait le réel, mais je pense qu'on était dans une parole qui avait un poids, qui engageait. Maintenant, c'est différent de parler de la parole, des gestes du travail ou de la parole de la relation avec quelqu'un. Mais de manière générale, je pense que
Oui, mais même dans le travail, finalement. Je vais encore faire une comparaison avec aujourd'hui. Je pense que quand vous entrez dans un magasin aujourd'hui et que vous demandez s'il existe encore tel article que vous avez vu récemment et que vous pensez qu'il y en a encore et que vous vous demandez s'il y en a encore, on vous répond non, éventuellement. Ou on vous dit tout est là. À vous de chercher, bien entendu. Hein. Mais quelquefois, on vous répond non, et si vous cherchez par vous-même, vous allez finir par trouver cet article. Oui. Et ça veut dire que même dans le cadre de son travail, quelqu'un qui est vendeuse, par exemple, n'a pas la même présence à ce qu'elle fait, et donc pas la même présence à ce qu'elle dit quand elle fait son travail, quand elle parle aux clients. Les vendeuses de mon époque d'enfance, c'était leur affaire, leur rayon, c'était leur engagement, elles en avaient la responsabilité, donc elles se faisaient une espèce d'honneur à ce que ce soit bien tenu, à savoir ce qu'il y avait et à pouvoir renseigner le client et installer finalement une espèce de relation avec l'autre. Ici, le langage est un langage purement de fonction. Il y en a, il n'y en a pas, et à la limite, ça ne colle pas avec la réalité. Mais le souci d'installer une relation avec l'autre, elle est, je trouve, terriblement manquante. C'est vrai en médecine aussi. Le médecin de famille qui venait savait que les parents avaient autant d'enfants, qu'un tel faisait ceci ou cela, qu'un enfant avait par exemple des problèmes à l'école ou qu'il y avait une vieille grand-mère qui était souffrante. Enfin, un médecin de famille avait une relation avec ses patients. Maintenant, il n'y a presque plus de médecins de famille. Il y a des généralistes, il y a des groupes de généralistes, il y a des services. Et quand vous téléphonez au service, vous tombez sur une fois un médecin, une fois un autre, par ailleurs compétent, on ne discute pas, mais ce rapport d'un sujet à un autre, je dirais, il était très fort à ce moment-là. Ça tissait un monde commun. Ça construisait une collectivité, y compris même avec la vendeuse du magasin. Et ça donnait aux enfants que nous étions le sentiment que nous appartenions à cette communauté, fut-elle petite, fut-elle quand nous étions très jeunes, d'un simple quartier, mais il y avait quelque chose qui dépassait les murs de la maison, qui n'était pas enfermé dans le papa, maman et les enfants. Il y avait autre chose, il y avait le dehors. Et ça vivait, y compris à l'école, par exemple, aussi. Oui, oui, c'est une forme de tissu social finalement qui s'est délité, mais qui se retrouve sous d'autres formes malgré tout aujourd'hui, où vous n'en retrouvez rien. Euh, je ne sais pas si je ne sais pas mes mots, tissu social, mais que vous dire, non, je pense que nous sommes dans un monde qui est éclaté, qui est tellement multiple, tellement qui zappe. Nous sommes dans un monde où on zappe. On ne fait pas que zapper à la télévision, mais on zappe aussi ses loisirs, les loisirs des enfants. On donne aux enfants, dès qu'ils sont tout petits, une variété infinie de possibilités de cours de gymnastique, de judo, de scout, de bricolage, de musique, aller à des anniversaires les uns chez les autres. Il y a cette espèce de grande panoplie de choses. C'est très bien, c'est bien. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un remplissage de temps qui peut s'instaurer si on n'y veille pas. Parce que
on n'a plus le temps de s'ennuyer, par exemple, quand on est enfant aujourd'hui. On remplit avec Avec tout ce quelque que... chose de l'ordre du loisir, de l'ordre, peu importe ce que je viens de dire là. Mais l'ennui pour les enfants, c'était pas si mal finalement, parce que c'était... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup vécu l'ennui. Alors, c'est un tourment en même temps, c'est un tourment, mais en même temps, ça vous met devant vous-même, ça, ça vous, ça vous oblige à quand même vous débrouiller pour savoir ce que vous voulez, ce que vous cherchez, à inventer peut-être quelque chose. Oui, à éveiller une forme de créativité aussi, ça Et, laisse la place à ça. et à laisser de l'espace pour rêver aussi, pour avoir envie de quelque chose simplement. Parce que avoir envie de quelque chose, ça vient aussi quand on n'a rien et qu'on est qu'on est dans le vide. Ça ne vient pas dans le remplissage, l'envie de faire quelque chose. Il faut qu'il y ait du manque. J'avais envie, avant de vous faire lire un extrait, mais à vous écouter, j'en choisis un autre. À la page 68, justement, vous parliez du choix. Est-ce que vous pourriez nous lire à partir donc, du milieu, justement, de la page 68? Le choix était le nom de ce qui arrivait. Le choix était le nom de ce qui arrivait. Il y a du choix était une garantie, un mot de passe que nos mères se refilaient à propos des nouveaux magasins qu'on ouvrait. Il y avait même premier choix aux devantures des boucheries. Le mot faisait la différence entre se nourrir et bien manger. Choix n'allait pas sans variété ni nouveauté. Aux étals des marchands disparaissaient peu à peu les rutabagas, les topinambours et les racines de toutes sortes dont nos mères ne voulaient plus parce qu'elles n'avaient mangé que ça pendant la guerre. Maintenant, elles retrouvaient les légumes et les fruits de saison. Certains d'entre eux revenaient même parfois avant leur saison, quand on ne les attendait pas encore, comme à peine nés, pourrait-on dire, à peine sortis de terre, ayant tout juste pris leur couleur et leur forme, des fragiles, des bons à être mangés tout de suite. Ils étaient de la famille des hâtifs que nos grands-pères ramenaient du jardin après l'hiver comme des trésors, sinon que maintenant ils occupaient le rayon primeur des marchands de légumes. Nos mères trouvaient inutile d'acheter si vite des fraises ou des petits pois qu'on allait bientôt trouver partout en moins cher. Maintenant, on avait des oranges tout l'hiver et plus seulement à Noël. Aux vitrines, on voyait même parfois des mandarines, des pamplemousses, des bananes qui avaient dû arriver par bateau ou par avion. Nous ne connaissions pas encore le goût des figues, des aubergines, de l'huile d'olive, ni le parfum du basilic. Nous étions ignorants du nom même des mangues et des kiwis. Nous n'avions jamais vu d'artichaut ni de fenouil ailleurs que dans les livres. Voilà, ça arrivait, mais pas encore tout ce qu'il y a maintenant. Oui, mais on voit vraiment comme que oui, ça arrivait, c'était vraiment le début. Cela dit, dans votre livre, bon, il y a évidemment, votre livre est quand même empreint d'une certaine nostalgie et on l'entend aussi en vous entendant parler. Il ne verse cependant jamais dans le c'était mieux avant. Il y a aussi des sujets assez durs qui sont abordés, les secrets de famille, la pédophilie, etc. Est-ce que, la pédophilie dans l'Église, je précise, est-ce que c'est des brides que vous avez tenu à garder, ça, de ne pas verser dans une forme de sentimentalisme qui allait sublimer entièrement toute une période, du coup en masquant un petit peu les zones moins reluisantes? Euh, oui, je pense que l'écriture, le, le, le travail de l'écriture fait que, j'espère en tout cas, qu'on ne verse pas dans le Non, sentimentalisme. jamais, vraiment, c'est notable. Euh,
de là à faire la différence entre sentimentalisme et nostalgie, je voudrais quand même la faire, cette différence, parce que de la nostalgie, oui, il y en a. Il y en a pour ce monde, par rapport à ce que je viens de dire auparavant, ce monde où comment on va dire, la vie était vécue, où il y a ce collectif, où il y a ce monde ensemble. C'est un monde où on était ensemble. Il y a de la nostalgie aussi pour les choses qui nous étaient transmises d'arrière-grands-parents à grands-parents, à parents et à nous. Et nous savions que plus tard, nous allions transmettre nous aussi. Il y a de la nostalgie, j'ai de la nostalgie pour ça, pour ceux qui venaient de ceux même que nous n'avions parfois pas connus, mais dont on nous parlait, parce qu'ils étaient dans la bouche de nos parents, les grands-parents, même morts. Même un père mort à la guerre, par exemple, il pouvait être très vivant, il pouvait être très présent parce qu'il était évoqué. Et cette transmission-là, je la vois, si pas disparue, en tout cas en train de disparaître. Comme si aujourd'hui, le rêve, le message, ou même pas le message, mais enfin l'idée, c'est qu'un enfant se construit tout seul, ou à peu près, quoi. Et oui, ça, je le regrette parce que je pense que c'est dangereux. Je pense que ça ne nous rendra pas ça ne rendra pas des services à nos enfants et à nos petits-enfants. J'ai de la nostalgie aussi pour ce qu'on avait en soi, appelons ça l'idéal, mais je voudrais trouver un autre mot, une espèce d'enthousiasme pour grandir, on voulait quelque chose, on ne savait pas encore très bien quoi, mais il y avait une vie devant soi et on voulait que ça soit quelque chose de bien, on voulait y entrer à fond et on était prêt à chercher comment y entrer. Enfin, et ça va avec l'idéal parce que ça va aussi avec la vision du monde qu'on avait, avec quelque chose qui s'ouvrait devant nous. Je parle de plus tard aussi, quand nous avions 18-20 ans, le monde s'ouvrait, les événements se passaient et nous avions une espèce d'enthousiasme ou de désir pour ce qu'allait être notre vie dans ce monde-là. Je ne sais, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus habités par la même chose. Ils sont habités par autre chose, bien entendu. Peut-être une grande inquiétude. Et sans doute aussi par des choses qu'ils ont envie de faire. Mais finalement, c'était peut-être plus facile pour nous de rêver, de vouloir quelque chose que pour eux maintenant, avec ce monde pléthorique qui remplit tous les trous là, qui ne laisse plus de place à chercher ce qu'on veut finalement. Je digresse peut-être un peu là, je ne sais pas si... Non, pas du tout. Pas du tout. Mais justement, ce que vous me dites, ça me fait, quand vous parlez du rêve, moi, ce que ça évoque chez moi, c'est effectivement que finalement, ces choses-là, elles étaient encore neuves. C'était des choses nouvelles qui apparaissaient, qui du coup, effectivement, je suppose, devaient susciter cet enthousiasme. Alors qu'aujourd'hui, on part de choses qui existent déjà et comme vous le disiez précédemment,
on les améliore, on les rend plus performantes, mais elles ne sont plus neuves. C'est des choses qui sont déjà là. Et je ne sais pas, enfin, voilà, en tout cas, moi, en vous écoutant parler, ça me faisait vraiment penser à ces images ou ces dessins qu'on voyait quand on demandait à l'époque aux enfants de dessiner, par exemple, ce qu'allaient être les années 2000, où on imaginait, je ne sais pas, c'était vraiment des voitures volantes, des tas de choses. Aujourd'hui, si on demande, je pense, hein, à un enfant de dessiner 2050, je pense que ça va être moins joli, que ça va être effectivement un regard beaucoup plus inquiet sur le futur, parce que depuis, ben voilà, il y a des questions environnementales, ce progrès, enfin, qui n'est effectivement plus du progrès, mais c'est ce gaspillage des ressources, finalement, aujourd'hui, crée des inquiétudes. Le futur n'est plus quelque chose qu'on attend avec impatience, c'est quelque chose qu'on attend avec inquiétude. Donc, en tout cas, moi, je pense que ma génération est vraiment très sensible à ça. Oui, je pense en vous écoutant au titre que que j'avais d'abord choisi pour ce livre, c'était Fin de série. Ah oui. Fin de série. Alors, Benoît Peters, mon éditeur, n'en a pas voulu, enfin, il a trouvé que c'était trop négatif par rapport au contenu du livre. Et donc, j'ai trouvé ce qui reste. Mais ça me paraît quand même, l'expression fin de série, entre parenthèses, je suis contente de ne pas l'avoir choisi aussi parce que quelqu'un m'a dit « Ah oui, mais ça fait penser aux séries de maintenant, les Ah séries oui. télé. » Alors, j'ai dit tant mieux, heureusement que je ne l'ai pas choisi parce que, bon, voilà, ça j'avais pensé. Mais, euh, on est quand même, notre génération est quand même la fin de quelque chose, je pense. Oui. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, quoi? Et justement, pour ce nouveau titre, ce qui reste, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste quelque chose? Mais quand on m'a posé la question les premières fois, et moi-même, quand j'y ai pensé, je me suis dit, il reste la mémoire. Oui. Et ça, c'est trop court. Parce que la mémoire, c'est du côté de ceux qui, comme moi, sont encore en vie maintenant, mais c'est nous qui avons la mémoire de ce qui s'est passé, de ce qui a eu lieu. Quand nous ne serons plus là, euh, cette mémoire, quoi, elle fait quoi? Il faut espérer qu'elle va se transmettre. Euh, c'est sans doute entre parenthèses pour ça que moi j'ai écrit ça, parce que comme je suis souvent intéressée par ce qui disparaît et par ce qui est fugitif, ce qui va passer, je pense que toute mon histoire là, tout ce récit là des enfants d'après-guerre, ils sont pile dedans. Enfin, ça va passer. Mais pour revenir à ce qui reste, je me dis que il reste quelque chose d'autre, parce que ce cadre qui a été le nôtre, moi j'appelle ça cadre, c'est-à-dire tout l'ensemble de ce que nous avons évoqué là ensemble maintenant, qui constituait nos vies, et qui était dans nos têtes aussi, un cadre dans nos têtes, où on avait par exemple le sens de ce que j'appelle les valeurs, euh, ce qui est dû par exemple à un père ou à une mère, ce qui est dû à un maître qui vous a enseigné, euh, le respect aussi pour celui qui vous a précédé, pour ceux qui vous ont précédé, euh, le sens d'être dans un ensemble, une communauté, une collectivité, et d'avoir sa place là-dedans, et d'avoir à la tenir, d'avoir un métier, d'avoir à le tenir. Ce cadre-là,
il est, à mon avis, en danger aujourd'hui, mais il est quand même toujours là. Sinon, ce serait la guerre civile. Oui. Mais, puisque j'ai dit le mot, il y a quand même des petits traits qui peuvent nous inquiéter vachement, hein, à propos de la guerre civile. Quand on a vu ce qui s'est passé au Capitole il n'y a pas si longtemps, donc c'est menacé. Je pense que c'est ce qui a constitué notre culture et notre civilisation est en train d'être fortement bousculé. Et ce que moi j'espère, c'est que il restera de notre écolage, disons, de notre passage sur Terre, autre chose qu'une mémoire, mais plus encore cette espèce de cadre qui pourrait se transmettre, qui s'est transmis d'une certaine manière à nos enfants, mais qui, je l'espère, se transmettra aux petits-enfants et aux suivants. Et justement, parce que je vois que le temps file. Oui, Maya, si on pouvait Oui, tout doucement penser à clôturer. Et ce que je propose entre-temps, le temps que vous formuliez votre dernière question, c'est de proposer aux participants qui nous voient et nous écoutent, vous avez la possibilité, non seulement dans le chat ou en bas de votre fenêtre de discussion, vous avez une petite icône qui s'appelle Lever la main. Ce qui permettrait déjà d'organiser peut-être les interventions juste après. Comme ça, je laisse clôturer en douceur par Maya. Merci. Je pense justement, effectivement, pour laisser un petit peu de temps aux gens qui le souhaiteraient de vous poser des questions, mais parce que ça fait terriblement écho à ce que vous venez de dire, peut-être justement on peut terminer avec une dernière lecture et justement ce dernier paragraphe que vous avez écrit. Toutes ces choses arrivaient de plus en plus vite. Une nouveauté était à peine survenue qu'une autre, plus inimaginable encore, provoquait toutes les envies, tous les éblouissements. C'était à vous faire acheter pour acheter, et on finissait par se laisser faire. On aurait dit que l'impossible reculait à toute vitesse. Cela a fini par passer pour le cours normal de la vie, sans que l'on sache au juste qui décidait qu'il en fût ainsi, sans peut-être qu'on se le demande. Nos parents ont encore eu quelquefois l'occasion de dire qu'on ne savait plus quoi inventer, puis ils sont sortis de la série, sans voir tout ce qui a suivi, encore bien plus vite, en plus éblouissant. Et nous voilà devenus les premiers, si l'on considère les prochains tours de départ. Tout ce qui a suivi, nous l'avons vu. Tout ce qui n'en finit pas d'arriver, nous sommes là encore pour le voir. Grâce au progrès qui nous a laissé faire de vieux os, qui a fait de nous des aînés, des seniors, qui, à coups de régimes équilibrés, de cholestérol maîtrisé, de bâtons de marche, de stretching et de lifting, nous ferait bien croire que le départ n'aura pas lieu. Mais nous sommes les seuls à reconnaître, mais nous sommes les seuls à reconnaître sur les étals des marchés de brocante les pièces dépareillées d'un service en porcelaine à fleurs ou un cylindre en métal doré gravé de dessins. À présent, nous regardons nos petits-enfants et nous disons que nous sommes aussi devenus les derniers. Il ne reste plus que nous pour considérer leur journée, d'où l'ennui a disparu, et pour y dénicher de temps en temps un interstice, un instant de tête-à-tête, et profiter du bref silence pour leur dire comment c'était juste après la guerre. Un grand merci en tout cas pour cette présentation, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et je pense que, Emeline, tu vas pouvoir passer la... C'est ça, je vais prendre la main. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Maya, pour la qualité de ces questions qui ont permis de vraiment brasser
de montrer toute la densité de ce récit. Je vais peut-être commencer par une question qui a été posée dans le chat. Dans la conversation, hein, je vais utiliser le mot français, dans la conversation par Philippe, qui dit tout d'abord, j'ai été surpris de voir à quel point votre livre m'a permis de reprendre contact avec des sensations et des souvenirs de ma toute petite enfance passée dans mes premières années chez mes grands-parents. Le travail d'écriture qui est le vôtre contribue-t-il au maintien chez vous d'une connexion de qualité avec le passé, ou avez-vous plutôt la chance d'avoir une excellente mémoire expérientielle? Je vous laisse répondre, Nicole. Ah ben c'est bien parce qu'il fait allusion, Philippe, à la question de l'écriture, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure quand vous m'avez demandé, Maya, si c'était mes souvenirs uniquement qui avaient présidé à cet écrit. Oui, donc je vais peut-être me répéter, mais ce sont mes souvenirs, mais c'est effectivement le fait d'écrire, et dans l'écriture, dans le travail de l'écriture, me revenait quelquefois un mot qui débouchait sur autre chose ou qui approfondissait ce que j'avais commencé à écrire. Et j'y ai mis beaucoup de temps à cette écriture-là, peut-être plus que pour tout autre livre, que tous les autres livres précédents. Donc c'est à la fois ça, le souvenir, la recherche, parce que j'ai fait des recherches un peu historiques dans les événements, et c'est bien sûr l'écriture. Oui. Merci Nicole, j'espère que Philippe qui nous entend a pu entendre la réponse. Et du coup, je vais passer à une autre personne qui s'est manifestée en levant la main, hein, à travers la conversation. Sylvie, je vais activer votre micro. Donc, vous pourrez normalement poser votre question ici. Voilà, Sylvie, normalement, nous vous entendons. Oui, bonsoir et merci beaucoup Nicole et puis toutes les personnes qui ont organisé cette réunion qui est vraiment formidable. J'ai lu avec grand plaisir, enfin on a lu le livre de Nicole qui est très touchant, c'est vrai. C'est vraiment un livre de transmission et d'ailleurs c'est pour cette raison que je l'offre à mes enfants, les petits-enfants d'ailleurs. Et je trouve que le titre est très judicieux. Ce qui reste, moi j'ai trouvé que c'était particulièrement judicieux. C'est pas comme si c'était ce qui était avant, mais ce qui reste, c'est à nous à chercher effectivement ce qui reste. Mais voilà, je voulais rendre hommage et puis souligner la pertinence du titre. Merci Sylvie, merci beaucoup. C'est juste. C'est mieux ce qui reste que voilà ce qui était avant. Oui, par exemple. Par exemple. Et même d'ailleurs, je pense fin de série. Fin de série, oui, même fin de série, parce que série, effectivement, le signifiant là. Oui. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais ensuite passer à Eric qui s'est manifesté de la même façon. Je vais réactiver votre micro, Eric. Hop, voilà. Comme ça, vous pouvez... Bonjour. Bonjour Eric, on vous entend. Bonsoir. Oui, je voulais demander à Nicole Malintoni ce qu'elle pensait qu'il resterait de positif de la pandémie, de la période que nous traversons, qui bien sûr comporte beaucoup de choses négatives. Est-ce qu'elle pense qu'il y a des choses positives qui pourraient rester, comme notamment ce genre de réunion qui permet de rassembler des gens qui ne se seraient peut-être pas rendus en librairie, la distance, etc. Voilà. Oui, bonsoir. On sort un petit peu du livre là. Oui, c'est vrai, désolé. Donc,
C'est un peu un aparté. C'est un peu un aparté, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne là maintenant, effectivement, moi je trouve que c'est une très belle invention, ce Zoom, même si on peut se plaindre effectivement qu'on n'est pas en contact direct et que effectivement aussi après la réunion, il ne sera pas possible d'aller boire un verre ensemble ou d'avoir une conversation seule avec une des personnes présentes. Mais n'empêche que, voilà, moi j'ai la chance de savoir qu'il y a ici des gens qui, si la réunion avait eu lieu réellement en présentiel, comme on dit, elles ne seraient pas là, ces personnes. J'en vois, je les connais, je sais, elles sont là. Alors c'est magnifique, voilà, c'est une chance, malgré tout, malgré toutes les limites que ça occasionne, voilà. Et moi, si je puis me permettre, j'espère quand même que vous reviendrez après en librairie, vraiment, pour ce genre de rencontre. D'accord. Merci, Eric. Merci. Je vais maintenant lire une question qui apparaît dans la conversation, une question de Fabienne qui demande: l'écriture est-elle pour vous une manière ou votre manière de transmettre les valeurs qui vous tiennent à cœur, qui vous font vivre? L'écriture est une nécessité pour moi. Je ne suis pas sûre que c'est d'abord un moyen de transmettre quelque chose. S'il y a transmission, comme quelqu'un me l'a dit, qui m'a beaucoup touchée et qui m'a fait plaisir, là maintenant, c'est dans l'après-coup, je dirais. Mais je n'écris pas pour témoigner, ni pour défendre une idée ou pour oui, faire passer un message. Je ne crois pas. Parfois, je me repose la question, mais ça m'est tellement, comment on va dire, ça m'est tellement indispensable, ce travail un peu fou d'écrire, qui vous oblige à vous enfermer dans votre pièce, à rester seul, à cogiter, à ne pas y arriver, à tourner en rond, à aller vous faire un café, à y revenir, à trouver que ça n'ira pas aujourd'hui, mais à rester quand même. Et puis, quand vous avez écrit quelque chose, à trouver que c'est vraiment pas bon. Voilà, quelle drôle d'affaire quand même, l'écriture, mais c'est ça ça m'est nécessaire. Donc, la première chose, c'est ça. Alors que après coup, des lecteurs me disent ce en quoi ça les a touchés, ce qu'ils ont fait aussi de ce qui est écrit là. Ça m'intéresse et parfois ça me touche effectivement, parce que c'est comme si la chose, le livre, le texte écrit était parti et que d'autres en ont fait quelque chose à eux et me le renvoient. Donc ça, c'est heureux pour moi. Oui, c'est une belle conclusion. Et ça, on en revient à la nécessité des rencontres en librairie qui apportent justement cet échange avec les lecteurs. Si une personne veut encore se manifester, elle peut donc... Ah, je vois Bernadette. Oui, bonjour, je vais réactiver votre micro. Voilà, on vous entend. C'est ça. Bonjour Nicole. Moi, à relire ça, je me suis dit, en fait, ce que vous décrivez là, c'est vraiment mes racines et c'est ce qui m'a donné une colonne vertébrale. Et je me dis que si c'est le modèle que je montre à mes enfants et mes petits-enfants, ben, je serais déjà contente. Il resterait que ce souvenir-là de ce que moi j'ai vécu petite et de ce que mes parents ont vécu et tout et tout. Je trouve que c'est énorme, c'est vraiment énorme. Je ne suis pas disloquée dans tous les sens. Le fait, les toutes petites choses que racontaient me dit, mais oui, c'est vrai, ça c'était moi un peu. Et donc ça m'a permis de revoir, de me recontacter avec tout ça. Je trouve que c'est très très beau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bernadette. Je lis encore Dominique qui intervient dans la conversation et qui écrit: Chère Nicole, j'ai commencé ce qui reste cet après-midi et je trouve le bonheur de ton écriture
si fascinante. Cette fois, c'est aussi à Pérec que je pense et à espèce d'espace, à je me souviens. La réunion se termine et je voulais te poser cette seule question. Est-ce que tu sais, dans cette écriture de mémoire, ce que tu as oublié? Ah, c'est une bonne question, ça. Sûrement beaucoup de choses. Oui, parce qu'après coup, je me suis dit, ah, tiens, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas écrit ça. D'un côté, c'est heureux, hein. J'ai pas eu la prétention de brasser tout un univers, mais ça me touche que tu parles, Dominique, que tu parles de Pérec, parce que moi, j'étais très, et je pense que j'ai gardé ça présent en moi quand j'écrivais Ce qui reste. C'est le texte de Pérec qui s'appelle ah ben voilà, maintenant j'oublie maintenant. Je me souviens. Je me souviens, qui est constitué de toutes petites choses dont il se souvient effectivement, mais quelquefois ce ne sont même pas des phrases, c'est un mot. Je me souviens de Gloria Lasso, je me souviens de Jacques Brel, je me souviens de la chanson. Et il y a comme ça toute une série de ces choses dont il se souvient. Et moi, je l'ai entendu et vu dit et joué par Sami Frey au théâtre, où il est sur scène sur un vélo immobile, il pédale tout en disant ce texte magnifique. C'est vraiment très 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 fort et ça m'a habité pendant mon travail. Merci Nicole. Il me semble que c'était une très belle conclusion à cette réunion. Je vous remercie à tous d'avoir répondu présent. C'était un défi de pouvoir rassembler les gens virtuellement comme ça. Je suis très très heureuse d'avoir pu vous accueillir même virtuellement, si nombreux. Un tout grand merci à Maya qui s'est prêtée au jeu, comme je l'ai dit, par amitié pour Nicole et je l'espère aussi par amour du texte du coup. Oui, Maya qui... quand même aussi. Oui, et Maya qui, je le rappelle, est libraire donc à la librairie à livre ouvert, le raconteur à Bruxelles. N'hésitez pas à aller en librairie, hein, on le dit. Et merci beaucoup à Nicole d'avoir, de s'être également prêtée au jeu. Je pense que c'était une très belle rencontre. Comme on l'a dit, c'est un peu sec parce qu'il nous manque la petite boisson qui nous permet d'habitude de conclure ce genre de rencontres. Voilà, on en est réduit à ça pour le moment. On espère très très bientôt pouvoir refaire ça en librairie. Donc je vais laisser à Nicole le mot de la fin et je couperai donc la réunion après. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore pour votre présence. Merci d'avoir répondu présent. Nicole, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, moi, je vous remercie très, très chaleureusement, Emeline et Maya. Je suis vraiment heureuse que vous ayez mis en forme et organisé toute cette rencontre. Je suis très intéressée par toutes les questions que Maya m'a posées et au plaisir d'échanger encore. Et merci à tous ceux qui étaient là ce soir et qui ont participé de manière non présentielle, comme on dit, mais par ailleurs bien là à cette rencontre. Merci. Merci à tous. Très bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.